Et c'est bon, on est en live. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. On fait des séries de webinaires avec Freebie pour vous parler de plein de choses sur votre activité de freelance. On a parlé de logement, on a parlé d'assurance, on a parlé aussi de retraite. Et cette fois-ci, on va parler d'impayés. Donc, je suis hyper content parce qu'on va recevoir aujourd'hui Alexandre de RubyPayer. Bonjour Alexandre, bienvenue avec nous Bonjour aujourd'hui. Antoine, bonjour à tous. Super, trop content d'être là avec toi aujourd'hui. Il y a pas mal de sujets qui reviennent, notamment, dans notre support client et dans les questions qu'on a, sur Freebie. C'est vraiment comment gérer les impayés, parce que malheureusement, c'est un sujet qui fait peur à pas mal de gens et aussi, qui arrive à beaucoup de gens. C'est trop cool qu'on puisse parler de ça aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, on va afficher un petit sondage encore sur l'écran le temps que tout le monde se connecte. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation d'impayé avec votre activité de freelance pour qu'on puisse un peu orienter la démonstration. Donc, ça serait pas nous préciser dans le chat aussi depuis quelle ville vous visionnez ce webinaire. Trop bien Alexandre. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as lancé du coup RubyPayer et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients? Alors pourquoi? C'est très simple, parce que moi j'ai planté mon ancienne boîte parce que je n'ai pas été payé. Donc ça m'a mis dans une situation très compliquée, grosse révolte. J'ai testé toutes les solutions de recouvrement qui existaient. J'ai découvert un monde peu digitalisé, pas très efficace, et donc j'ai décidé de lancer ma propre solution. Et donc qu'est-ce qu'on fait depuis 5 ans? Eh bien, on propose une solution de recouvrement avec une dimension communautaire qui est assez inédite en France, et couplé à un système de scoring financier qui permet d'avoir une vision sur la santé financière de ses partenaires commerciaux pour justement anticiper le risque d'impayé et de défaillance. Ok, trop bien. Et vous avez du coup un super service parce qu'on a des super retours clients de nos clients, donc on est hyper content de pouvoir bosser avec vous. Et du coup, on va du coup lancer la première partie de cet event et vraiment de savoir comment on peut éviter les impayés. Et ensuite, on verra une deuxième partie sur vraiment comment gérer le cas d'un impayé pour vraiment qu'on couvre tous les sujets. Est-ce que tu peux nous dire déjà dans un premier temps quels sont les documents dont on a besoin pour pouvoir se protéger et surtout quelles sont les différences entre un devis, un contrat et un bon de commande, parce que ça on a souvent cette question qui revient. Alors, ce qui est super important, c'est de comprendre que nous, alors aujourd'hui, on accompagne, je ne l'ai pas dit, mais on accompagne à peu près 6000 clients. Il est très, très, très fréquent que quand un client nous confie un dossier, ils nous disent, bah voilà, j'ai rien fait signer du tout. J'ai ni devis, ni contrat, ni bon de commande. Alors, par contre, j'ai des échanges d'emails ou j'ai un WhatsApp où il me dit qu'il accepte, mais sinon, j'ai rien du tout. C'est extrêmement problématique et c'est doublement problématique. D'un côté, parce que la justice ne reconnaît pas ce type d'échange et réclame obligatoirement un document contractuel signé. Et puis, c'est autrement problématique dans le sens où les débiteurs ne sont pas idiots et ils savent parfaitement que le système les protège quand ils n'ont rien signé. Et donc, ils en usent et en abusent et parfois ne payent pas alors qu'ils auraient payé s'ils avaient signé quelque chose. Donc, il existe 3 grands types de documents, même un quatrième en soi, qui sont réclamés par les tribunaux. C'est un devis, un contrat, un bon de commande, ou voire même un bon de livraison. Donc ça, c'est dans des cas spécifiques. Comment les comprendre, comment les organiser? En fait, généralement, quand on travaille en mission avec quelqu'un et qu'on a une mission un peu one-shot, on va lui faire signer un devis. Donc, devis qui va récapituler le prix sur lequel on s'entend et les conditions dans lesquelles on se met d'accord pour travailler ensemble. Il est rare qu'on fasse un contrat pour une seule mission, même si c'est mieux en soi de le faire. Mais généralement, c'est ce que nous, on observe. Donc, un devis, l'important, c'est qu'il soit signé et qu'il ait des mentions spécifiques dont on va parler juste après. Le contrat, lui, va plutôt intervenir dans le cadre d'une mission longue durée, dans laquelle le client va faire appel à vous plusieurs fois. Et pour éviter d'avoir à faire un devis à chaque fois, eh bien, vous pouvez tout à fait mettre en place un contrat général qui vous évitera de faire un devis à chaque mission. Puisque nous, on a souvent le cas de clients qui nous disent « Oui, bah, j'ai fait un devis la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, et puis bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en faire. » Généralement, c'est là que les impayés commencent à arriver. Bon de commande, lui, il est un peu différent. C'est plutôt dans le sens où c'est l'entreprise qui va vous passer une commande. Donc ça, c'est généralement les grosses entreprises qui émettent des bons de commande. C'est encore mieux, puisque là, il est totalement incontestable, puisqu'il est émis par la société cliente elle-même. Ce Et qui est c'est important, pour rédiger un devis.
le bon de Alors, commande? tu peux avoir un bon de commande qui lui-même reprenne la tarification et tous les termes qui sont prévus entre les deux sociétés. Donc, le bon de commande n'est pas obligatoirement accompagné d'un devis. Parfois, les bons de commande sont extrêmement complets et reprennent absolument tout, toute la relation. Mais ce que je veux dire, c'est Ouais. que l'entreprise commande avec un bon de commande et le freelance doit lui faire un devis avec les informations du bon de commande ou il pourrait ne pas avoir besoin? Non, tu as des bons de commande où, bah, c'est les très grosses sociétés qui émettent ce type de bons de commande, Ouais, où c'est elles qui, généralement, sous un devis, en ayant reçu un devis avant, vont émettre un bon de commande où elles récapitulent tout ce qui va se passer. très clair. Là où il faut faire attention avec le bon de commande, c'est que si le bon de commande est émis par le client, généralement, c'est ses conditions à lui qui se font respecter. Donc, sur son bon, et c'est pour ça que les grosses sociétés le font. Sur le bon de commande, elles vont dire, bah voilà, nous on paye à X jours, nous notre juridiction compétente c'est tel endroit, tel endroit. Donc ça, il faut être méfiant. Et bon, généralement, nous, dans le cas de freelance, ce qu'on voit dans l'immense majorité des cas, c'est devis ou contrat, ou rien du tout malheureusement. Mais l'important, c'est vraiment devis ou contrat et qu'il soit signé et et que ces deux documents aient les mentions importantes dont on va parler après. Super, carrément. Et ouais, il y a vraiment cette notion de devis et contrat qui est pas souvent claire, mais c'est bien de distinguer la mission one shot et le contrat longue durée parce qu'on voit beaucoup que même quand ça dure longtemps, il y a beaucoup plus de contraintes aussi et beaucoup plus de risques et de choses qui peuvent arriver. Absolument. Ok. Et du coup, il y avait donc dans ces notions de contrat ou de devis, c'est quoi pour toi les mentions qu'il faut surtout pas oublier pour se protéger au maximum et mettre toutes les chances de son côté? Alors, juste avant de parler de ça, je vais vous parler en 2 secondes des factures elles-mêmes, parce Ouais. on oublie souvent, mais les factures, elles, doivent aussi avoir des mentions obligatoires. C'est rapide. Pour les factures, vous êtes obligé, c'est une obligation légale, d'indiquer dessus la date d'échéance, bien évidemment. Par défaut, sachez que si vous ne le mettez pas, ça sera un mois qui va s'appliquer. Donc, en gros, vous émettez votre facture le 1er janvier. Si vous ne précisez pas d'échéance, ça sera le 1er février que l'échéance sera appliquée. Et sachez que quand vous mettez en place une échéance, vous devez respecter le cadre légal. Le cadre légal, c'est entre le paiement immédiat, donc à réception, et 2 mois. Donc ça ne peut pas aller au-delà de 2 mois. C'est illégal de réclamer une échéance au-delà de 2 mois. Par rapport et donc sur la facture, en plus de l'échéance, il vous faut la clause d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Donc, quand vous ne payez pas quand une facture ne vous est pas payée, vous avez le droit de réclamer de plein droit, donc c'est vraiment un dû, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture. Alors, le 40 euros par facture, il y a la juridiction européenne qui justement est en train de préciser ce genre de choses parce que est-ce que c'est 40 euros dans le cadre d'un seul contrat ou est-ce que c'est 40 euros par chaque facture? Il y a des jurisprudences qui sont un peu différentes par rapport à ça. Nous, on applique de notre côté 40 euros par facture, même si c'est dans le cadre d'un même contrat ou d'un même devis. Tu veux dire, par exemple, s'il y a plusieurs factures d'acompte, il y a 10 factures sur la même prestation, c'est ça? En fait, si tu as un seul contrat cadre qui va donner naissance à 10 factures, il y a une jurisprudence qui fait qu'en fait, tu peux demander qu'une fois 40 euros. Mais Ouais. l'Europe est en train de se positionner là-dessus pour que justement on puisse réclamer 40 euros sur chacune des factures qui est liée à un seul et même contrat. Ok. Donc, ouais. On a juste une petite question à ce sujet. Désolé de te couper, Alexandre. Ouais. Euh, Qu'en est-il des paiements échelonnés sur plusieurs fois? Alors, je crois qu'on y revient juste après, il me semble. Ouais, mais Antoine, c'était c'est prévu. Est-ce que tu veux que je réponde maintenant ou est-ce qu'on attend au moment où on y arrive? bah, en fait, tu viens d'y répondre en même temps par rapport au contrat ou au paiement échelonné, donc avec plusieurs factures. Alors, dans Si tu paiement réponds échelonné, déjà. on le distinguera juste après, mais soit tu proposes des échelonnements de paiement à ton client pour faciliter son paiement parce qu'il est en difficulté, soit tu mets en place justement des factures au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, de ton travail, pour récupérer de l'argent, comme ça peut se faire par exemple dans le BTP, où à chaque fois qu'une mission est terminée, on réclame la partie avant de passer à la suivante. Je reviens Carrément. juste à la facture. Donc, en plus de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, il faut rajouter le taux de pénalité de retard. C'est extrêmement important de bien le préciser. Vous avez plusieurs possibilités pour le taux de pénalité. Vous pouvez le fixer selon 3 grandes familles. On vous donnera le lien dans le chat pour que vous puissiez voir ces 3 grandes familles et avoir des exemples. Mais ce taux de pénalité est extrêmement important puisque c'est celui qui va s'appliquer en cas de retard de paiement et c'est vous qui le fixez. Donc ça, c'est pour la facture, donc échéance, indemnité forfaitaire et pénalité. Et ensuite, pour les documents contractuels, donc soit le devis, soit le contrat,
Vous avez la possibilité d'intégrer aussi ces indemnités et ces pénalités, c'est très important de le faire, mais vous pouvez aussi rajouter une clause de juridiction compétente. Donc ça, c'est très important. Le principe, il est simple. Quand vous faites du recouvrement judiciaire, vous allez donc lancer une procédure, par exemple une injonction de payer contre votre client. Et par défaut, c'est la loi, l'injonction de payer va avoir lieu dans le tribunal dont dépend votre débiteur. Donc si vous habitez à Paris et que votre débiteur habite à Marseille, eh bien c'est Marseille qui sera compétent pour traiter l'affaire. Si jamais il y a une opposition dans la procédure qui nécessite votre présence, et on parlera après de comment est fait une procédure judiciaire, je vous expliquerai, mais ça peut nécessiter que vous ayez besoin de vous déplacer. Évidemment, pour vous déplacer à Marseille, ça a un coût et c'est embêtant. Alors que si vous mettez en place une clause de juridiction compétente, vous pouvez faire en sorte que s'il y a une opposition, que ce soit votre tribunal à vous qui soit compétent, et donc du coup, que ce soit votre débiteur qui se déplace et pas vous. Donc le principe il est très simple, on met dans le contrat ou dans le devis qu'en cas de litige, le tribunal compétent sera celui de Paris si vous habitez à Paris ou Marseille si vous habitez à Marseille. Et ça, c'est super important pour pouvoir demander le rapatriement d'une affaire. Et Clairement, ça change complètement la donne sur, sur la façon de faire après, quoi. Si c'est complètement à l'opposé de chez toi, c'est pas les mêmes frais, etc. Absolument. Et c'est pour ça que je parlais des bons de commande tout à l'heure qui parfois sont émis par les donneurs d'ordre, où justement, eux mettent leur propre juridiction compétente pour jamais se retrouver dans la situation d'avoir à se déplacer. Ouais. Autre point qu'on voit très très souvent, notamment avec des freelances, c'est les conditions d'annulation. Très souvent, on me dit, voilà, j'ai signé un devis, j'ai commencé la mission, mon client, 3 semaines après, alors que je n'avais pas encore délivré, a décidé d'arrêter, qu'est-ce que je fais? Comment je décide, voilà, ma facture c'était 10 000 euros, comment je jauge combien je dois recouvrer alors que je n'ai pas fourni 100% du travail et que je n'ai pas délivré la prestation? Comment je fais pour ça? Et ça, c'est une situation qui est assez complexe et en fait, il faut comprendre qu'à chaque point de friction, tout va dépendre de ce qui est dans votre contrat ou dans votre devis. Donc, si vous n'avez ni contrat ni devis, eh bien, du coup, il n'y a même pas de question à se poser, vous êtes entre guillemets foutu. Si par contre, tout est précisé de façon extrêmement claire dans votre contrat ou sur votre devis, à ce moment-là, il y a des possibilités de faire en sorte de s'en sortir. Par exemple, vous pouvez très bien dire, à partir du moment où le devis est signé, X% de la mission est due, quels que soient les événements. En cas d'annulation, nous nous réservons le droit de réclamer X% de la prestation au titre des frais engagés et du temps passé, ou alors de réclamer 100% de la prestation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, tout ce qui est écrit est entériné et on peut le réclamer. En revanche, il faut garder une mesure et il ne faut pas réclamer n'importe quoi, parce que si vous réclamez n'importe quoi, ça va contre vous, puisqu'un juge pourrait estimer que c'est abusif et ne pas accorder des choses. Je prends un exemple de ce qu'on appelle la clause pénale. La clause pénale, c'est une somme qu'on peut réclamer en cas d'impayé. Ce n'est pas très adapté aux freelances, généralement, c'est les grosses sociétés qui le font. Mais si votre clause pénale elle est complètement décorrélée du montant de votre facture, eh bien, elle ne sera jamais acceptée par le tribunal. Si vous facturez 1 000 euros et que vous demandez une clause pénale de 100 000, ça n'a aucun sens. Donc, il faut garder de la mesure. Pour les pénalités? Pour les pénalités, de toutes les manières, généralement, ce qui se fait, c'est qu'on part sur des taux qui sont soit le taux de la BCE majoré de 10 points, donc le taux de la BCE étant de 0, c'est 10, soit par exemple 3 fois le taux d'intérêt légal. Donc généralement, on est aux alentours, on est entre 3 et 10%. Ouais. Et justement, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que le tribunal peut ne pas être d'accord avec toi si tu mets 90% de pénalité de retard, par exemple? Tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui va juger ça, c'est un juge consulaire. Donc, c'est un ancien chef d'entreprise qui généralement fait ça de façon bénévole. Okay. J'en sais quelque chose que mon père est lui-même juge consulaire, donc je sais comment ça se passe. C'est des gens qui ne sont pas des spécialistes du droit, c'est des chefs d'entreprise qui vont donner un avis, entre guillemets, sur la prestation. Donc, eux, ils se mettent toujours à la place du client et du débiteur. Donc, si vous demandez quelque chose qui, lui, va lui paraître anormal, eh bien, il ne l'acceptera évidemment pas. Donc, il faut rester dans la mesure. Carrément. Ok, très clair. Parce que c'est vrai que ça, il y avait surtout cette notion de combien je mets de pénalité, est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas, est-ce que il y avait tout ça. Et en plus, il y a un nouveau changement au 1er juillet 2023 avec l'augmentation des taux de pénalité et qui augmente considérablement les pénalités pour les professionnels et les particuliers sur les factures. Et c'est ça, on va évidemment le mettre à jour dans Freebie très rapidement. Et ok. Et du coup, cette partie indemnité forfaitaire, quand elle est, est-ce qu'elle nécessite une facture de 40 euros?
Non, alors justement, l'indemnité forfaitaire, vous n'avez pas besoin de générer une facture, elle est due de plein droit, elle n'est pas assujettie à la TVA, et donc vous n'êtes pas tenu de fournir une facture à votre client pour sa comptabilité. Il peut l'encaisser, alors j'ai plus le numéro de compte, mais c'est un compte spécial pour ça, et son expert comptable est censé savoir le faire. Ok. Parce que c'est vrai que ça, on avait souvent cette question, mais du coup, comment est-ce que je génère un document? Parce que moi, où est-ce que ça va? Et surtout, la deuxième question, c'était est-ce que ça rentre dans mon chiffre d'affaires en tant que micro-entrepreneur? Ouais, ça va rentrer dans ton chiffre d'affaires, absolument. Mais par contre, ça ne sera pas lié à une facture, ça sera vraiment une indemnité, mais qui va rentrer en chiffre d'affaires. Très clair. Et du coup, j'avais besoin d'avoir ton avis aussi sur l'acompte. Ouais. Et je voulais savoir si, du coup, un acompte nous protège vraiment et quel était ton avis là-dessus? Alors, à la question est-ce qu'un acompte protège? La réponse est non, puisque en France, il y a ce qu'on appelle l'exception d'une exécution. C'est une notion juridique qui fait que quoi qu'il arrive, si vous estimez ne pas devoir payer une facture, ben, vous êtes en droit de ne pas la payer. Après, c'est la justice qui décidera si vous aviez raison ou pas. Quand on y réfléchit, c'est du bon sens, puisque s'il suffisait de recevoir une facture pour être dans l'obligation de la payer, ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est pas parce qu'une partie de la facture est payée que le reste est dû. En revanche, avoir un acompte, ça va jouer en votre faveur, puisque de toutes les manières, vous allez montrer que la relation commerciale est établie et donc qu'il y a bien eu quelque chose qui a été fait. Par contre, recevoir un acompte sans devis signé, ça n'a aucun intérêt. Il faut recevoir un acompte, mais que le devis soit bien signé. Concernant, je vois beaucoup en ce moment de tendances sur LinkedIn où beaucoup de freelances indiquent ne plus prendre de mission s'ils ne sont pas payés 100% upfront. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour. C'est si on se met à la place aussi du client, parce que parfois il faut savoir se mettre à la place du client, si je paye tout et que je ne suis pas satisfait du travail, quels sont mes droits, quelles sont mes possibilités? Moi, par exemple, en tout cas, en tant que chef d'entreprise, pour moi, c'est bloquant. Je ne travaille pas avec des gens qui demandent de tout payer d'un coup. Payer un acompte, il n'y a aucun problème. Payer au fur et à mesure, il n'y a aucun problème. Tout payer avant, ça me paraît totalement abusif, puisque le client a quand même le droit d'estimer qu'un travail n'est pas forcément bien fait et est en droit d'avoir un moyen de levier, d'obtenir son travail dans les temps, par exemple, ou ce genre de choses. Donc voilà, donc la compte, oui. Le paiement échelonné, oui. Est-ce que c'est une garantie? Non. Voilà. Mm. Bah, c'est vrai qu'on voit pas mal passer ça souvent, mais bon, on se rend compte que c'est quand même des freelances qui ont fait 15 ans de freelancing, qui ont plus Oui. une demande de client, qui recherchent plus aucun client et qui en refusent et qui se permettent de faire ça. Mais c'est vrai que c'est clairement. Mais ça ne donne pas vraiment une bonne tendance de marché, entre guillemets, quoi. Non, c'est pas top. Puis ouais, même pour le client, de payer avant, c'est toujours contraignant. Et ok, très clair. Et du coup, justement, sur une partie qui permet d'éviter ces impayés, on voudrait aussi permettre de faciliter le paiement pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de situation et pour mettre toutes les chances, enfin, supprimer les risques, je veux dire, diminuer les risques pour être sûr d'être payé. Donc, tu parlais de justement cet échéancier de paiement à l'avancement. Tu trouvais que c'était une bonne solution, du coup, pour. Absolument. Délivrer des factures d'avancement au fur et à mesure de l'avancement de la mission est une bonne solution qui permet justement de bloquer l'avancement tant qu'on n'est pas payé. Donc en gros, j'ai fait X%, je vous facture X% et puis ensuite je continue à avancer. Donc ça, c'est une très bonne solution. Mettre à disposition des clients plusieurs outils de paiement, c'est aussi une bonne solution, même si ça a un coût, hein. Et au-delà de ça, je vais aller plus loin que ça. Il est vrai que le meilleur moyen de se faire payer et le plus sûr, c'est de recevoir un virement. C'est ni le chèque, ni la CB, ni le prélèvement, puisqu'un chèque ou un prélèvement, c'est opposable, et une CB, si elle n'est pas en 3D Secure, c'est opposable aussi. Donc, le meilleur moyen, le plus sûr, c'est un virement. Lui, il n'est pas opposable. Une fois que vous l'avez sur le compte, il y est, il ne bouge plus. Il est extrêmement fréquent qu'on reçoive des dossiers de gens qui nous disent bah voilà, moi j'ai prélevé ou j'ai fait une CB sur Stripe et ensuite je me suis pris une dispute. Stripe m'a récupéré l'argent, ou alors le prélèvement a été opposé par le client, ou alors le chèque n'était pas provisionné et j'ai déjà délivré. Donc le plus important, vraiment, c'est le virement. Même si dans les faits, la CB quand même aujourd'hui est de plus en plus sûre et la dispute, c'est de moins en moins fréquent avec le 3D Secure. Bah, c'est vrai que moi, quand je trouvais ça complètement fou, c'est que
en CB, c'est quand même toi qui le fais, tu reçois un SMS, tu reçois des choses, il n'y a pas Ouais. forcément tout ça, et c'est quand même opposable, quoi, de dire, bah non, c'est pas Alors, moi. ouais, mais justement, si tu as reçu le SMS, ça veut dire que tu as activé le 3D Secure et à ce moment-là, du coup, tu n'es plus dans l'opposition possible. En fait, ce qui est opposable, Ok. c'est quand tu demandes un paiement CB sans 3D Secure, donc sans SMS ou sans validation sur ton appli bancaire. Là, à ce moment-là, ils estiment que la carte a pu être volée et que du coup, le paiement a été fait sans vérification et que donc du coup, il peut y avoir un dispute. Je sais que Stripe, par Ouais. exemple, ne fait pas de dispute s'il y a 3D Secure. Hmm. Très clair. Ouais. Et puis bientôt, on aura que du 3D Secure, je pense que Ouais, ouais, c'est de ça plus en devient quand plus. même Ouais. assez rare. Mais ouais, il y a certains sites comme ça où ça ne demande pas, et c'est toujours un peu choquant, on Bah, s'y attend pas. Amazon, par exemple, où Ah ouais. on ne veut pas le 3D Secure. Ouais. Ouais. Puis, ok. Et du coup, il y a sur la partie relance et tout ça, juste pour se rentrer dans les détails, c'est quelque chose que toi, tu mets en place avant l'échéance? Oui, je pense que le plus important, pour éviter les impayés, c'est de bien suivre tout simplement les échéances qui arrivent, de savoir à quel moment vous êtes censé être payé et pas vous réveiller 2 mois après en vous rendant compte que vous n'avez pas été payé. Donc pour ça, vous pouvez mettre en place justement des suivis et mettre en place des relances automatiques ou manuelles dans lesquelles vous allez avoir peut-être un rappel, avant l'échéance, un à échéance, puis d'autres rappels. Je crois qu'on va voir ça en détail un peu plus tard. Carrément. Mais ouais. Et du coup, ouais, de quand même être présent pour le client, parce que parfois c'est juste qu'on envoie la facture au bout de 30 jours, il se souvient pas forcément du paiement, etc. Donc c'est juste dire qu'on est là avant Bah, de. en fait, quand on réfléchit au cycle, généralement, dans la plupart des sociétés, ça se passe comme ça. Vous recevez une facture, l'échéance est dans un mois, vous n'allez pas la payer immédiatement, généralement. Donc, vous prévoyez le paiement à ce moment-là. Il suffit que vous ne soyez pas équipé d'une solution qui vous permet de programmer le paiement pour qu'elle soit passée aux oubliettes et qu'on se réveille en disant: ah bah tiens, j'ai complètement oublié. Ah ok, mais du coup, vous savez, moi, je fais des campagnes de paiement qu'en fin de mois, donc du coup, je vous paye à la fin de ce mois-ci. Enfin, en fait, du coup, vous vous retrouvez avec 2 mois de délai alors que vous aviez prévu un mois. Donc, autant rappeler. Complètement. Autant rappeler pour être sûr de ça. Et j'ai une question qui n'est pas du tout prévue qui me vient. C'est la date où le client fait le virement, ou c'est la date où on reçoit le virement sur son compte qui prend. En théorie, c'est la date où on le reçoit, mais dans la réalité, aujourd'hui, tu as t'as des virements instantanés. Ouais. Donc parfois, tu le reçois une fois dès qu'il est fait, et puis généralement, c'est le lendemain. Donc, si on est en difficulté avec un client, mais que le client nous apporte une preuve de règlement, je veux dire, on est déjà content d'avoir la preuve de règlement, et généralement, Carrément. les gens ne vont pas se plaindre pour 24 heures ou 48 heures au maximum, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on avait eu ce cas d'un freelance qui nous disait, bah ouais, mon client, il est en retard aujourd'hui. Et quand je lui ai dit que sa facture était en retard, il m'a dit, bah non, non, j'ai fait le virement aujourd'hui, je suis dans mon droit. Alors c'était un vendredi, et il l'a reçu du coup le mardi, quoi. Ouais, il l'a reçu le mardi, en effet, mais généralement, on ne va pas faire une action de recouvrement pour Non, 48 heures clairement, de retard, hein, clairement. 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 Mais du coup, il était bien dans son droit, quoi. Ok. Ouais. Le truc, c'est que là, on rentre dans de la relation commerciale, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a de l'humain dans tout ça, ça reste votre client. Le client, généralement, vous avez envie de retravailler avec lui. Donc, le but, c'est aussi de se retrouver dans une situation où il n'y a pas de friction et où on ne lui met pas une pression anormalement élevée pour régulariser. Clairement. Bah, c'est vrai que là, dans ce cas-là, et c'est souvent le cas, c'est qu'il y a pas mal de freelances qui passent par des prestataires pour travailler dans des grands groupes. Et du Mhm. coup, ils doivent être référencés chez des prestataires externes. Ils ne peuvent pas travailler directement avec le grand groupe. Et ces entreprises-là ont des politiques de paiement à Absolument. 45 jours, fin du mois, qui sont Ouais. ignobles, et qui parfois en profitent, et du coup qui n'est pas du tout en relation avec le client. En plus, le client lui-même pense que la Ouais. personne est payée en temps et en heure, quoi. Et il y a ces entreprises qui. Ça me fait penser à un truc, Antoine, qu'on voit très souvent. Souvent, on a des débiteurs qui nous disent: oui, mais attendez, moi, ma politique de paiement, c'est 60 jours. Mais en Ouais, fait, on s'en fiche complètement de la politique de paiement. Ce qui compte, c'est ce qui a été accepté par le client. C'est-à-dire que si le client accepte un devis où il est écrit paiement à 30 jours, eh bien à ce moment-là, que lui paye à 60 n'a aucun impact. Il doit payer à 30. Alors dans les faits, ça c'est la théorie. Dans la pratique, malheureusement, quand vous travaillez avec un grand groupe, c'est difficile de le faire plier pour remettre en cause tous ces process prévus. Mais en tout cas, dans les faits, si ce n'est pas un grand groupe et que votre client vous dit: oui, mais moi je paye à 60, mais si tu as accepté 30, c'est 30, c'est pas 60.
OK, et dans ce cas-là, il aurait dû, ne pas accepter la facture Ou et alors lui demander. négocier en disant moi, je ne signe avec vous que si je payais sous 60 jours. OK, ouais, au niveau du devis, du coup, ouais, au Exactement, début. exactement. Il peut très bien dire je ne signe pas le devis dans ces conditions, merci de le remettre à jour sur 60. À partir du moment où ils acceptent, ils les respectent. Très clair. Ouais, c'est vrai que ça, on voit vraiment souvent ce cas. Mm. OK, très clair. Donc on a un peu vu comment, éviter d'avoir des impayés et quand ça nous arrive, malheureusement, on va aussi voir, cette deuxième partie, de quelles sont, du coup, les solutions, qu'on a, en tant que freelance, pour pouvoir récupérer son argent. Absolument. Donc là, tu as, deux catégories pour moi. Tu as la relance et le recouvrement. Deux choses qu'il faut distinguer. Quand tu fais tes actions toi-même, donc sans faire appel à quelqu'un, tu fais de la relance. Donc, en gros, tu vas relancer ton client parce que tu constates que ta facture est échue. Donc là, la relance, moi, ce que je conseille, c'est une petite relance avant échéance très courtoise en disant, bah, voilà, nous vous rappelons que la facture numéro gna gna arrive à échéance le temps et vous remercions par avance pour votre règlement. Ça, c'est avant. À échéance, tu constates que tu n'es pas payé, tu fais un rappel en disant, sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu le paiement de la facture X qui était prévue en date de. Et ensuite, tu peux mettre en place une relance 1, une relance 2. Tu peux même aller jusqu'à une mise en demeure si tu le souhaites. Mais en tout cas, tout ce process, et puis surtout, il ne faut pas hésiter à décrocher son téléphone, ça reste quand même le plus efficace, hein, d'appeler son client. Je ne comprends pas, j'aurais dû être payé il y a 15 jours, sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu le virement. C'est quand même ça qui est le plus efficace. Mais en tout cas, tout ça, c'est de la relance. Ensuite, à partir du moment où tu estimes que toi, de ton côté, tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour conserver ta relation commerciale, pour oui, pour obtenir ton paiement, et bien à ce moment-là, tu peux décider de faire appel à un cabinet de recouvrement, de rentrer dans une autre dimension et de créer une relation tripartite. Ce n'est plus toi contre ton client, c'est toi aux côtés, enfin c'est un cabinet de recouvrement que tu mandates pour aller contre ton client. Donc les avantages, évidemment, c'est que tu vas te décharger de ce travail. Deux, que tu ne vas pas casser ta relation avec ton client parce que tu rentres quand même dans quelque chose d'un peu plus dur. Hein. On parle de quelque chose de plus dur là. Et surtout, tu te prévaux d'avoir fait tout ce que tu pouvais avant pour faire en sorte d'être payé. Souvent, on a des clients qui nous disent ah, mais je ne vais pas faire du recouvrement, mon client va mal le prendre, tout ça. Et d'accord, mais si toi, tu as déjà perdu vachement de temps à relancer ton client X fois et que tu n'as pas de réponse, c'est lui qui ne te respecte pas. Et donc, de toutes les manières, s'il ne te paye pas, tu ne vas pas continuer à travailler avec lui. Ce serait complètement idiot. Donc, à partir du moment où il ne te paye pas et que tu estimes que tu as fait le nécessaire, il est tout à fait légitime de passer en recouvrement, d'autant plus que statistiquement, plus on attend avant de passer en recouvrement, moins le taux de recouvrement est élevé, puisqu'évidemment, on rajoute des risques de défaillance qui peuvent arriver. Et donc voilà. Et d'ailleurs, je fais un tout petit aparté par rapport à ça. Sachez qu'une facture B2C est valable 2 ans. Donc, si vous n'avez pas payé votre facture de téléphone au bout de 2 ans, bah, elle n'est plus valable. Hein. On n'a plus le droit de vous la réclamer. Une facture B2B est valable 5 ans. Dans les faits, pendant 5 ans, vous pouvez vous réclamer votre facture si vous ne l'avez pas payée. OK. Donc, à partir du moment où on fait appel à un cabinet de recouvrement, donc on crée cette relation tripartite. Et là, le cabinet va mettre en place 3 grandes phases de recouvrement. Une phase amiable qui peut vous sembler parfois similaire à ce que vous avez fait de votre côté, mais qui en fait ne l'est pas, puisque ce n'est plus vous qui parlez, c'est le cabinet de recouvrement. Donc là, ça va être de la relance avec, par exemple, chez Ruby Payer, ça va être courrier recommandé, SMS, appel téléphonique, plusieurs emails. Ça, c'est la partie amiable, où là, on Et va donc ça, rester. on vous donne cette partie-là et le freelance, lui, il ne touche pas. Il faut plus qu'il fasse d'action. C'est vraiment, il vous Alors, donne la partie. à partir du moment où tu mandates un cabinet de recouvrement, tu n'as plus le droit de relancer ton client. Donc, OK. tu dois laisser faire le client. Et si tu as une relation avec ton client, tu dois contractuellement en avertir le cabinet de recouvrement. Ce qui est logique, hein, on ne va pas se marcher dessus. Le but, c'est d'arriver à recouvrer, ce n'est pas de se marcher dessus. Donc, à partir du moment où tu lui confies, tu laisses faire. Donc, première phase, phase amiable, où là, on reste dans l'optique de trouver une solution. Généralement, dans cette phase amiable, va se mettre en place un échéancier qu'on va tenir pour le compte de nos clients. Par exemple, le client va nous dire, bah voilà, je suis en difficulté, j'aimerais payer en X fois. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire valider à notre client, donc à vous, le fait de payer en X fois, parce que c'est quand même vous qui avez la main pour l'accepter ou pas. Si vous l'acceptez, on met en place cet échéancier, on le tient pour vous, et vous récupérez l'argent au fur et à mesure. Ça, c'est pour la partie amiable. Si cette partie amiable ne fonctionne pas, à ce moment-là, on passe à la partie judiciaire. Donc
là, la partie judiciaire, il existe plusieurs grandes familles de procédures judiciaires. Il y a ce qu'on appelle les procédures contradictoires et les procédures non contradictoires. Nous, on opte pour la solution la plus efficace et la plus rapide, qui s'appelle l'injonction de payer, qui est une procédure non contradictoire. Et le principe, c'est qu'en fait, on va rédiger une requête qu'on va envoyer au tribunal dans le but de récupérer ce qu'on appelle une ordonnance d'injonction de payer. Cette ordonnance, on va la faire remettre à votre débiteur par un huissier de justice qui va se déplacer en personne chez le débiteur. Donc ça, généralement, ça a son impact en soi. Une fois que cette injonction est signifiée, votre débiteur a 1 mois pour faire opposition. Donc là, il y a 2 possibilités et on en revient à la clause de juridiction compétente dont on parlait tout à l'heure. Soit il ne fait pas opposition, à ce moment-là, on récupère ce qu'on appelle un CNO, donc un certificat de non-opposition, qui va transformer votre ordonnance en jugement. Donc là, on a réussi l'objectif, parce que l'objectif d'une injonction, c'est d'avoir un jugement, donc on a récupéré le jugement. Soit il fait opposition, et à ce moment-là, il y a une audience qui a lieu. Donc l'audience, elle a lieu soit chez votre débiteur, dans le tribunal de votre débiteur, si vous n'avez pas de clause de juridiction compétente, soit dans votre tribunal à vous, si vous avez une clause de juridiction compétente, d'où l'importance d'en avoir une. Là, cette audience, il y a 2 possibilités. Soit votre créance est inférieure à 10 000 euros, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avocat pour vous défendre, soit elle est supérieure à 10 000 euros, et là, l'avocat est obligatoire. Donc, sachez déjà que quand vous allez recouvrir une créance de 10 000 euros, plus de 10 000 euros, potentiellement, une représentation par un avocat sera obligatoire, ce qui a un coût, malheureusement. Donc, l'objectif de cette injonction, c'est d'obtenir un jugement. Une fois qu'on a ce jugement entre les mains, il y a 2 possibilités. Soit votre débiteur, il sait qu'il a un jugement sur le dos, il paye, ce qui arrive souvent. Soit malgré ça, il continue à ne pas payer. Et là, on passe à l'étape 3, qui est l'étape de recouvrement forcé. Et donc, le principe du recouvrement forcé, c'est ce qu'on fait. On fait ce qu'on appelle une saisie-attribution. Pour faire simple, on prend le montant qui a été retenu sur le jugement et on le saisit directement sur les comptes bancaires de votre débiteur. Quand il y a de l'argent, ça marche à tous les coups. Quand il n'y a pas d'argent, malheureusement, on ne peut pas saisir de l'argent qui n'existe pas. Mais votre jugement étant valable pendant 10 ans, vous avez la possibilité de refaire des saisies tout au long de la durée de vie de votre jugement. Sachez par ailleurs qu'au bout de 2 saisies négatives, donc vous tentez une saisie, ça ne marche pas, vous retentez une saisie, ça ne marche pas, à partir de ce moment-là, vous pouvez passer dans ce qu'on appelle une assignation en procédure collective. Et en fait, le principe, c'est que vous dites au tribunal, j'ai un jugement, j'ai tenté de saisir 2 fois, ça n'a pas marché, je veux que mon débiteur ferme sa société. Donc en gros, le tribunal va dire, en fait, vu que vous ne payez pas alors que vous avez un jugement sur le dos, on ferme votre société, donc il la place soit en redressement, soit en liquidation. Et la seule solution pour le débiteur de s'en sortir, c'est de payer pour éviter la procédure collective. Ok, très clair. Et là, ouais, et donc, combien de temps il se passe entre la phase amiable, la phase judiciaire et la phase forcée en général? Alors chez nous, la phase amiable, elle dure 15 jours ouvrés, mais dans les faits, nous, on conseille à nos clients d'attendre 1 mois avant de passer l'étape d'après, puisqu'en fait, on se rend compte que au fur et à mesure du temps, nous, en plus, on a une dimension communautaire avec un système de notation et de signalement qui fait que, évidemment, le temps joue en notre faveur et donc, du coup, on peut avoir des paiements qui interviennent souvent dans les 15 jours suivants. Donc, on conseille 1 mois. Et ensuite, pour l'injonction de payer, donc là, il y a les délais théoriques et les délais pratiques, ça dépend des périodes de l'année et surtout, ça dépend du tribunal. Une injonction de payer, il faut compter 2 mois et demi en tout pour obtenir le jugement, période d'opposition comprise. Et pour la saisie, entre le moment où on lance la saisie et le moment où vous récupérez l'argent sur votre compte, il faut compter 2 mois. Ok, très clair. Donc, ouais, donc on est quand même sur du temps assez long si on emploie les 3 phases, quoi. La justice est longue, clairement. Et je précise un autre point très très important si on parle de délai. Dans le cadre d'une injonction de payer, dans le cadre d'une procédure judiciaire, si votre débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, le tribunal compétent, c'est le tribunal de commerce. S'il n'est pas inscrit au registre du commerce, à ce moment-là, le tribunal compétent, c'est le tribunal judiciaire. Les délais entre un tribunal de commerce et un tribunal judiciaire, c'est du simple au triple. Donc là, les délais que je vous ai donnés, c'est les délais de commerce. Si vous avez un indépendant, généralement, n'est pas inscrit au RCS, sur lequel vous devez retrouver une créance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, puisque le tribunal judiciaire prend 3 fois plus de temps. Ok, c'est important. Et justement, est-ce que par rapport à votre historique, vous avez à peu près un pourcentage j'arrive pas à parler, à combien de pourcentage ça passe à la phase d'après au niveau amiable? Déjà, combien j'arrive pas à parler, de factures sont recouvrées à la phase amiable?
Nous, la statistique, c'est qu'en vrai, on a 70% des dossiers qui sont recouvrés en phase amiable. Ensuite, sur les 30% restants, on en a à peu près la moitié qui partent en judiciaire. Pourquoi la moitié? Parce que faire une injonction de payer pour 200 euros, ça n'a aucun intérêt. Nous, généralement, on conseille à nos clients d'aller en procédure judiciaire à partir de 1 500 euros. En dessous, malheureusement, on est dans un vide qui fait qu'il y a une certaine impunité de la part de certains débiteurs qui savent que vous n'irez pas en judiciaire pour 200 euros. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, à peu près 50% vont partir en judiciaire. Donc, ça fait 15%, donc 50%, 30%. Et ensuite, sur le judiciaire, je n'ai pas de stats à donner, puisqu'en fait, c'est très simple, ça dépend du juge et ça dépend du compte bancaire. Ouais. Si l'interprétation du juge est cohérente, on a un jugement. S'il y a de l'argent sur le compte, on saisit. Donc, ça dépend plus de nous. Ouais. Donc, ça peut te dire ou dans les 10 ans, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Ok. Et donc, et ce chiffre de 1 500 euros, finalement, il couvrirait les frais d'avocat, quoi. En fait, 1 500 euros, pourquoi? Parce que si tu prends le pire des cas de figure, donc vraiment, je vais prendre le pire des pires des pires des cas de figure, tu as des frais d'injonction de payer à régler. Donc, chez nous, c'est 200 euros. Tu as potentiellement une opposition. Donc, si on parle de 1 500 euros, tu es en dessous de 10 000, donc tu n'as pas d'avocat. Mais Ah oui. tu as quand même une provision à faire qui est une centaine d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'on passe à, là, on est à 300 euros. Ensuite, si tu dois faire une saisie, tu rajoutes 300 euros. Donc, on est à 600. 600 pour que potentiellement, ça ne marche pas et que tu sois obligé de refaire une saisie. Refaire une saisie, c'est 100 euros. On passe à 700. Il faut à un moment pas dépasser 50% de ta facture. Ça n'a plus de sens après. Clairement. Ok, très clair. Très, très clair. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites questions. Est-ce que Victor, tu pourrais nous afficher des questions sur ce sujet? Je suis en attente de paiement depuis septembre 2022. J'ai déjà fait 6 relances avec injonction. Sommes-nous obligés de passer par la situation amiable? Alors, si vous avez déjà fait une injonction de payer, la question c'est est-ce que vous avez déjà un jugement ou pas? Si vous avez obtenu votre jugement, bien dans ces cas-là, il faut le faire exécuter. Donc, le faire exécuter avec une saisie sur compte bancaire. Nous, chez ReviPayer, on ne reprend pas de dossier en cours. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous aider sur ça parce que nous, on reprend les process depuis le début. En revanche, vous pouvez tout à fait faire appel à un huissier de justice pour faire exécuter votre décision et faire une saisie sur compte bancaire. Ok, très clair. Donc, je pense que on a une autre. Et comment ça se passe quand le client est en redressement judiciaire mais qu'il y a toujours une facture impayée? Alors, là, on parle des procédures collectives. Donc, il faut considérer deux types de procédures collectives. On va avoir celle où il y a encore une possibilité, redressement et sauvegarde, et on va avoir celle où c'est foutu, liquidation judiciaire. Donc, je vais commencer par la liquidation. À partir du moment où votre débiteur passe en liquidation judiciaire, vous pouvez vous asseoir sur votre créance, c'est terminé. Le mandataire va prendre le contrôle de la société. C'est lui qui gère les paiements, c'est lui qui gère les comptes. Et la façon dont ça va se passer, c'est que vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire. Attention, vous n'avez que 2 mois pour le faire. Une fois que vous avez déclaré votre créance et que le mandataire a reçu toutes les déclarations, il va analyser la situation de la société, voir ce qui reste disponible sur le compte et il va payer l'ensemble des créanciers avec une graduation, puisque d'abord vous avez ce qu'on appelle les chirographaires, l'État par exemple, et les salariés. Et ensuite, vous allez avoir l'inverse de chirographaires, créanciers non prioritaires, entre guillemets, et c'est vous. Et donc, généralement, il reste des miettes, et donc, du coup, on ne récupère pas son argent. Sachez qu'en France, on ne peut pas aller poursuivre un dirigeant qui a d'autres sociétés. Donc, si votre dirigeant dont la société se met en liquidation, qui vous doit de l'argent à d'autres sociétés, ne peut pas reporter la dette. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ensuite, il y a l'autre type de procédure collective, sauvegarde et redressement. Donc là, c'est des procédures collectives qui ne vont pas acter la fin de la société, qui vont avoir pour but de faire en sorte que la société perdure. Donc là, il y a deux possibilités. Soit la procédure collective, votre facture est postérieure ou antérieure à la procédure collective. Donc, je prends un exemple. Aujourd'hui, votre client se met en redressement judiciaire. Tout ce qui a été facturé avant ne peut plus être payé. Ça va rentrer dans un plan de redressement et donc vous devez faire une déclaration de créance de la même façon. Et c'est le mandataire judiciaire qui va payer avec un plan d'échelonnement de paiement et c'est lui qui met en place pour que la société puisse perdurer dans le temps. Donc ça, pas la peine d'ouvrir du recouvrement, ça ne sert à rien. Vous devez faire une déclaration de créance et attendre d'être payé.
Si par contre votre facturation est postérieure au redressement judiciaire, il a l'obligation de payer. Et je dirais même que c'est plus qu'une obligation, c'est que s'il ne le fait pas, il se met en faute et il part à la liquidation. Donc, parce qu'une des conditions pour faire du redressement et de la sauvegarde, c'est de payer ses dettes postérieures. Donc, du coup, tout va dépendre de la date. Si vous êtes postérieur, vous réclamez votre paiement. Si vous êtes antérieur, faites une déclaration de créance. Ok, très clair. Il y a vraiment énormément de petits, de petits points et de subtilités sur chaque cas précis, c'est assez fou. Est-ce que, Victor, tu pourrais nous afficher une autre question? Les frais engagés pour se faire payer peuvent-ils être mis à la charge du client mauvais payeur, car ce n'est pas à nous d'assumer leurs bêtises? Bah là, on doit respecter malheureusement un cadre légal. Donc, le cadre légal, c'est le suivant. Première chose, vous avez le droit de réclamer 40 euros par facture, ça c'est dû de plein droit. Ça, c'est la Les théorie. frais de recouvrement. Ça, c'est la théorie. Parce que dans les faits, si votre débiteur ne paye pas les 40 euros, vous n'allez pas ouvrir une injonction de payer pour récupérer 40 euros. Donc, dans les faits, s'il ne les paye pas, là, vous n'irez pas les récupérer. Donc, c'est du plein droit, mais irrécupérable s'il ne paye pas. Ensuite, sur une procédure judiciaire, on va pouvoir réclamer plusieurs choses. Donc, évidemment, c'est 40 euros, les pénalités de retard, les frais de recouvrement, donc ça veut dire nos frais à nous. Donc, nous, par exemple, pour une injonction de payer, on facture 200 euros hors taxe. On va les réclamer au tribunal, et après, c'est le juge qui va décider. En soi, on peut réclamer aussi un article 700, on peut réclamer une clause pénale, on peut réclamer pas mal de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans les faits, c'est toujours le juge qui va prendre la décision de ce qu'il retient ou ne retient pas. Donc, si le juge décide que nos frais à nous, il n'y a pas à les facturer, il n'y a pas à les retenir, il ne les retient pas. Et en l'occurrence, dans les faits, il les retient une fois sur deux. Donc, généralement, Désolé, mais pourquoi? eh bien, parce que parfois, le juge estime que nos frais sont décorrélés par rapport au montant de la créance. Par exemple, Ok. tu viens réclamer une facture de 800 euros, et bien 200 euros, c'est trop par rapport au Ok. montant de la créance. Il va vouloir garder une cohérence sur le montant de la créance. Alors, Très clair. dans les faits, c'est dégueulasse, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit au client de payer, mais c'est comme ça. Donc, généralement, ce qui est toujours accepté, c'est l'indemnité forfaitaire, et les pénalités de retard, elles sont toujours acceptées. Les frais de greffe aussi de 33,47 € sont toujours acceptés. Mais après, pour le reste, ça va dépendre de l'interprétation du juge. On a des tribunaux où ils accordent tout, il n'y a même pas de question à se poser. D'autres où ils sont très réticents à accorder certaines choses. Donc ça, c'est pour... Aussi en fonction de l'historique du client, par exemple? Non, parce que il n'y a Les pas demandes qu'il a de, fait. il Ouais. n'y a pas d'historique, chaque dossier est spécifique. Ok. Donc malheureusement, c'est un peu comme ça que ça se passe, et on ne va pas se voiler la face. Faire du recouvrement, ça coûte de l'argent. Mais quand on y réfléchit, ça coûte quand même beaucoup moins d'argent que de ne pas se faire payer. Clairement. Puisque si on prend un petit exemple, je prends un petit exemple que j'aime bien prendre. Alors, c'est vrai dans certains cas, mais par exemple, si vous vendez quelque chose qui vous a demandé un investissement, que ce soit en matériel ou en sous-traitance ou n'importe quoi, il ne faut pas oublier que non seulement vous ne faites pas payer votre facture, mais qu'en plus, ça a eu un coût pour vous. Et donc, si on réfléchit à ça, pour combler un impayé, vous devez non seulement facturer à nouveau ce que vous n'avez pas obtenu pour combler l'impayé, mais en plus, vous devez facturer en plus pour obtenir ce que vous avez payé et les frais que vous avez eus, sachant que parfois, on ne marge pas à 100%, donc si vous margez à 80 ou à 60, il faut prendre en compte ce calcul-là pour amortir l'impayé, qui au final a un coût très important. Bah ouais, clairement. Ok. Je vois très bien. Ma cliente m'a annoncé qu'elle ne souhaitait pas me payer par motif de mécontentement et mauvaise foi. Je suis obligé de faire des relances. Que faire pour aller plus vite? Je suis à l'envoi de la facture. Elle m'a bloqué partout et ne répond plus. Là, on en revient un petit peu à ce qu'on appelle C'est l'exception de audible. non-exécution. C'est-à-dire que dans les faits, votre client a le droit de ne pas être satisfait de votre travail. C'est la vérité et c'est comme ça. Et encore une fois, c'est énervant, mais quand on y réfléchit, heureusement que ça existe. Parce que si on devait tout payer sans pouvoir dire que ça a été mal fait, ça serait une catastrophe. Donc, dans cette situation, la seule chose à faire, c'est de faire une procédure judiciaire pour obtenir un jugement et prouver que vous avez raison. C'est malheureux, mais il n'y a pas d'autre solution. Ok. Malheureusement.
Alors, je crois qu'on a pas mal de questions. Alors, j'ai lu qu'en prestat de service, seuls certains domaines exigent un devis signé. Dans d'autres cas, une prestat de service facturée est considérée réalisée, donc due. J'imagine qu'il faut quelques preuves pour prouver que la prestation a bien été réalisée. Est-ce Alors, juste? Merci. la seule chose que je peux répondre par rapport à ça, que je ne connais pas tout, mais la seule chose que je connais, je sais par exemple que dans certains secteurs d'activité, comme par exemple dans l'alimentaire, se taper dans la main suffit. Donc, par exemple, à Rungis, on ne fait pas signer de devis, on fait tout ça, on se tape dans la main, et c'est comme ça. Et c'est usuel, et on sait que quand on fait une procédure judiciaire pour ce type de prestation-là, on n'est pas dans l'obligation d'amener un document signé parce qu'on se tape dans la main. Franchement, c'est le seul cas que je connaisse. C'est fou. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, en tout cas, c'est le seul que je connaisse. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, même si c'est possible, ça sera toujours beaucoup mieux et beaucoup plus efficace d'avoir un devis signé avec vous plutôt que rien. Bah oui, parce qu'après, c'est au bon vouloir de la personne, quoi. Si c'est se taper dans la main, c'est chacun dit non. Non, mais c'est un système très spécial. Là, je parle vraiment de Rungis, Ouais. c'est très spécifique. Ok, très clair. N'hésitez pas, hein, dans le chat si on voulait qu'on ajoute plus de compléments à la réponse qu'on vous donne. Est-ce que Victor, c'est bon? Comment peut-on savoir si un client est inscrit au tribunal du commerce? Alors, ça, c'est très simple. Vous allez sur rubypayer.com, vous allez dans la partie annuaire, vous tapez son numéro sirène et vous allez voir s'il est immatriculé ou pas au greffe et à quel greffe il est immatriculé et depuis quand il l'est. Donc, si vous voyez une mention inscrit au RCS depuis le temps, eh bien, c'est qu'il est inscrit. Si vous ne la voyez pas et que vous voyez juste inscrit à l'INSEE, c'est qu'il n'est pas inscrit au RCS. Ok. Ok. C'est bon, Victor. Si c'est ok. Ouais, tu peux lancer la question, Victor. Est-ce qu'on peut faire appel à RubyPayer pour une facture impayée d'un montant de 300 ou de 400 euros, par exemple? Tout à fait. Nous, on n'a pas de montant minimum de créance. Notre plus gros client aujourd'hui, c'est Doctolib. Le montant moyen de la facture Doctolib est de 139 euros. Donc, c'est absolument pas un problème. On a des clients comme Ce Domicilier, par exemple, où là, on a des factures même de 40 euros. Donc, nous, il n'y a pas de montant minimum. Pour la phase amiable, en revanche, après, on vous déconseillera de faire une phase judiciaire. Mais dans les faits, si vous voulez la faire, on la fait, il n'y a aucun problème. On a des clients qui en font une affaire personnelle et qui sont prêts à perdre plus que le montant de leur facture pour obtenir gain. Et donc, du coup, nous, il n'y a aucun problème, c'est juste un conseil. Voilà. Ok. Et du coup, dans cette phase amiable, tu peux parler de tes tarifs? Absolument. Donc, nous, au niveau des tarifs, on prend une rémunération de 10% sur le montant recouvré. Sur une facture de 400 euros, on prend 40 euros hors taxe. Ok. Et donc, quand on n'a pas fait encore d'injonction, etc., quand on n'a pas encore initié les choses, quand il n'y a pas une deuxième entreprise de recouvrement qui est dessus, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent passer par vous, quoi. Absolument. Exactement. Très clair. Et ben, on va juste enchaîner sur la troisième partie, juste avant la question. Qu'en est-il si le client met fin au contrat un jour avant la livraison de la prestation? Ben alors là, j'en reviens à ce que je disais au début de la présentation, c'est tout va dépendre de ce qui est prévu. C'est-à-dire que si dans votre contrat, vous prévoyez les choses et que vous prévoyez des conditions d'annulation qui vont stipuler que le client doit l'intégralité de la prestation ou X% de la prestation en cas d'annulation, eh bien, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est écrit et prévu ne posera pas de problème. Là où il y a un problème, c'est quand ce n'est pas prévu. Et donc, du coup, d'où l'importance d'avoir un document contractuel signé qui spécifie bien exactement comment vous articulez votre relation commerciale. Je vous prends un exemple. On a un client, il fait des mensualités, donc il facture X euros par mois sur des contrats de 12 mois. Eh bien, ce qui se passait, c'est qu'au début, en fait, il se faisait payer 1, 2, 3 mois, et puis ensuite, il ne se faisait pas payer les mois suivants, et il ne savait pas trop comment il faisait, parce qu'en fait, est-ce qu'il réclame tout? Est-ce qu'il réclame jusqu'au moment où il lance une procédure? Il ne savait pas comment faire. Et donc, du coup, il a mis en place un contrat qui stipule que, en cas de non-paiement, l'intégralité de la période est due. Et donc, du coup, s'il n'est pas payé au bout du deuxième mois, il réclame directement les 10 mensualités suivantes. Si Ok. c'est écrit, si c'est prévu, on peut le faire. Et du coup, vraiment, un contrat, c'est no clause finalement, quoi. C'est à partir du moment Ah où oui, c'est accepté, c'est qu'on peut mettre à peu près ce exactement. qu'on veut, quoi. Tout en restant dans la mesure et que ça ne soit pas abusif. C'est juste ça. Et abusif par rapport au montant.
Ou ça peut être... Exactement. Si par exemple vous dites, moi je facture 200 euros par mois sur 12 mois, mais si je ne suis pas payé, je réclame une clause pénale de 10 000 euros, Ouais, ça n'a aucun sens. ouais, Donc ça ça sera jamais ne accepté. sera pas accepté. Ouais. Voilà. Et ça sera pas accepté au niveau du juge dans la procédure d'injonction. Exactement. Exactement. Et en plus, du coup, la personne aura perdu ses possiblement frais d'avocat qu'elle aura mis en compte Alors non, parce que pour la créance, on parle en principal. par le Donc principe. le montant de 10 000 euros, c'est le montant en principal. Ok, Donc c'est le montant des factures. ok, très clair. Ok. Alors, on va juste partir sur la troisième partie, du coup, pour indiquer ce que RubyPayer propose à nos utilisateurs aujourd'hui sur Freebie. Donc aujourd'hui, on a mis une offre en place pour nos utilisateurs qui permet de récupérer les frais du premier dossier de recouvrement offert sur un recouvrement amiable. Voilà. Donc si vous vous inscrivez à travers Freebie et que vous ouvrez votre premier dossier, je parle bien du premier dossier, hein, et que nous récupérons la somme en amiable, eh bien, vous ne payez pas la commission qui est due. Et je prends un exemple pas plus tard qu'hier où une utilisatrice Freebie a bénéficié d'une commission de 800 euros offerte, donc sur un recouvrement de plus de 8 000 euros. C'est trop bien. Donc ça, c'est super. Ouais, on a vraiment beaucoup de retours là-dessus et des clients qui sont très, très contents de pouvoir récupérer leur argent et surtout de la simplicité de votre service. Donc, on est très content de pouvoir le proposer à nos utilisateurs. Et pour rappel, on a du coup l'offre qui est disponible dans votre espace partenaire en haut à droite de votre profil. Vous pouvez accéder à l'espace partenaire et quand vous avez un abonnement Freebie, vous avez débloqué toutes les offres partenaires, dont l'offre de RubyPayer. Et est-ce que, Victor, tu pourrais nous donner une ou deux questions en plus, parce que j'ai vu qu'il y en avait passé. N'hésitez pas à reposer votre question si jamais on ne l'a pas affiché et qu'on n'a pas répondu à votre question, parce que ce n'est pas le but. Dans le cas d'une prestation récurrente community management, est-ce que je peux inscrire dans le devis qu'est-ce que je peux inscrire dans le devis pour notifier qu'il s'agit d'une prestation, en quelque sorte, en sachant que j'ai écrit cas de rupture, il était 3 petits points. Je crois que ça a coupé. Il était valable à la fin du mois en cours. Alors, qu'est-ce que je peux inscrire ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un contrat, il doit être cadré dans le temps, mais il peut avoir une tacite reconduction. Donc, si par exemple, vous faites un contrat sur 12 mois avec tacite reconduction, eh bien, du coup, il peut se renouveler au fur et à mesure du temps. Ce qui est important, c'est dans le cas présent, c'est de bien préciser les conditions de rupture du contrat. Donc, Ouais. si votre client souhaite mettre fin au contrat, c'est son droit. Quelles sont ses conditions? Quel est son préavis? Et s'il y a un préavis, du coup, vous facturez la partie préavis. Donc, si par exemple, vous dites, j'ai un contrat sur 12 mois avec tacite reconduction, si vous souhaitez mettre un terme au contrat, il faut me prévenir par lettre recommandée et il y a un préavis de 1 mois, et bien du coup, quoi qu'il arrive, vous êtes en droit de réclamer la facturation du mois de préavis. Donc, tout dépendra ici encore de qu'est-ce qui est écrit dans le contrat et quels sont les termes que vous avez définis. Ok, donc même le mois qui s'arrête. Okay, Le mois de préavis, il est payé, il est à payer, puisqu'on travaille dessus, donc il est à payer. Antoine, je ne sais pas si on t'entend. Je crois que j'ai eu un petit Ah oui, c'est connexion. bon. Ouais. Ok, très, 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 très clair à ce sujet. Est-ce que Victor, tu en as d'autres? Je crois qu'on a un peu fait le tour des questions. Super. Est-ce que Alexandre, il y a des choses que tu voulais rajouter? N'hésite pas à les rajouter maintenant parce qu'on va pas tarder à terminer cet événement. Je pense que le seul truc que je peux vous conseiller, c'est quand vous signez avec un client, allez faire un tour sur l'annuaire RubyPayer, tapez son numéro de sirène, regardez s'il y a des retards de paiement signalés, regardez s'il y a une procédure collective, regardez si il a vendu, s'il y a une baisse de capital, ou quelque indicateur que ce soit qui fait que vous pouvez vous dire qu'il y a un risque. Si vous estimez qu'il y a un risque, demandez un paiement comptant pour justement éviter ce genre de situation, tout simplement. Ok, et donc du coup sur ton site, tu disais qu'on pouvait taper le nom d'une entreprise ici pour avoir aussi un score. Est-ce que tu peux nous parler de ce score? Alors, au-delà des informations qu'on va distiller gratuitement, qui sont par exemple les retards de paiement, les procédures collectives, les radiations, etc., on a aussi un système de scoring qui, lui, va vous permettre d'avoir accès justement à une notation des entreprises. Ce système de scoring est réservé à nos abonnés
Et donc, du coup, nos abonnés payent un abonnement de 49 euros par mois et ont accès à un outil de surveillance qui va leur permettre de placer. Donc là, par exemple, le bouton rouge qu'on voit sur l'écran, ajouter cette société à votre liste de surveillance, ça va vous permettre de placer la société sous surveillance. Et donc, s'il y a une évolution majeure de la société, comme par exemple une procédure collective, une radiation, un retard de paiement, n'importe quoi, vous recevez un mail qui va vous avertir et ça va vous permettre de directement prendre vos dispositions. Et en plus de ça, vous allez avoir accès au système de notation. Donc, c'est le bloc qu'on voit ici. Vous souhaitez connaître la note de cette entreprise. Donc, pour y avoir accès, il faut être abonné. Et là, on va avoir un credit score, en fait, sur 100, une note sur 100 qui évolue dans le temps et qui va être fait par rapport à une soixantaine d'indicateurs et un algorithme qu'on a mis en place qui nous est propre. Super. Donc, ça permet vraiment d'y voir un peu plus clair. Et ça, tu le conseilles du coup avant de contractualiser avec un client, d'aller checker sa fiche. C'est quoi un peu le process que tu recommandes? Exactement. Moi, je conseille d'aller checker la fiche, de regarder s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc là, en haut, il est écrit aucun retard de paiement signalé. Vous pouvez très bien avoir une fiche où il est écrit qu'il y a un retard de paiement signalé. Il n'y a pas de procédure collective sur cette société. S'il y en a une, ça serait marqué en gros en rouge. Tout ça sont des indicateurs. Là, elle est inscrite au RCS. Si elle avait été radiée, ça serait écrit radié en rouge. Tout ça sont des indicateurs qui vont vous permettre de dire, OK, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque. Je ne dis pas que vous allez vous faire payer à tous les coups si on ne vit rien sur une paire. Je dis juste que s'il y a quelque chose, eh ben, c'est toujours on va dire quelque chose que vous vous mettez, dont vous prévenez le risque potentiellement. Voilà. Bien sûr. C'est tout. Et puis, par exemple, si vous descendez un petit peu, là sur la fiche entreprise, si on descend un petit peu, ici, on va voir tous les événements. Donc, par exemple, on va voir s'il y a eu une modification de capital, on va voir s'il a déposé ses comptes, on va voir ce genre de choses. Et puis, si elle publie ses comptes, vous allez voir le chiffre d'affaires, tous les résultats de la société, des ratios financiers. Et puis, vous allez même pouvoir télécharger des documents. Donc, par exemple, en bas, vous avez l'avis de situation sirène. Vous allez avoir les actes de la société, les PV d'AG, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir par exemple, là, vous pouvez télécharger le premier acte. Alors, les comptes, je pense qu'ils sont confidentiels. On va voir ce que nous dit le système. Mais ensuite, vous pouvez télécharger. Non, ils sont téléchargés, je pense, sur l'ordinateur là, non? Ah oui, c'est bon. Ouais, bah voilà. Donc là, si tu ouvres le document, tu vas pouvoir montrer tous les comptes auxquels on a accès directement, les comptes de la société, Ah oui. avec la lecture du bilan et tout. Pareil pour les PV d'AG, vous pouvez télécharger tous les PV d'AG qui permettent d'avoir des informations intéressantes aussi. Et puis, parfois, on vous fait des exports Excel pour à peu près 1 million de sociétés. On a des exports Excel dans lesquels on analyse des ratios financiers pour la société. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien parce que ça permet vraiment d'y voir plus clair. Ok. Est-ce que ce dispositif marche pour une entreprise basée à l'étranger, en Suisse par exemple? Bonne question. Non, alors, si on parle que de Rugby Bayer, nous, on fait que du franco-français. Si on parle de recouvrement de créances, vous avez à votre disposition ce qu'on appelle les injonctions de pays européennes. Nous, on ne le fait pas, mais ça existe. Très clair. Et on n'a pas dissocié cette façon de client particulier et client professionnel? Alors oui, alors ça c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé non plus. On ne fait pas du tout de particulier. Nous, de notre côté, on fait que du professionnel, donc B2B franco-français. Pour le recouvrement des particuliers, ça existe. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait le même droit. Comme je vous disais tout à l'heure, une facture B2C, c'est 2 ans et pas 5 ans. Mais ça existe. Je ne suis pas trop câblé pour en parler, je ne connais pas très bien ce marché. Voilà. Mais en tout cas, voilà, quand on vient voir UBPR, c'est pour des professionnels. Absolument. Absolument. Ok. Comment voir sur l'annuaire qu'il y a un risque sur le profil de la cliente? On a passé la fiche. Ok, bon trop cool. Alexandre, je pense qu'on a fait le tour et merci beaucoup d'avoir donné toutes ces informations. Avec plaisir. C'était super intéressant. J'ai encore personnellement appris plein de trucs, donc c'est super. Et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On vous dit au mois prochain pour le prochain. N'hésitez pas à vous inscrire. Évidemment, si vous n'avez pas pu tout voir, vous pouvez voir le replay. Et puis, je vous dis à très bientôt et au mois prochain. Et merci beaucoup, Alexandre, pour ton temps. Merci à tous. Au revoir.